Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau compte-rendu exclusif et détaillé. Aujourd'hui, nous plongeons dans une analyse extrêmement approfondie d'une discussion fascinante menée par Tucker Carlson. Son invité est Harry Flanzreich, un grand journaliste d'investigation canadien travaillant pour des médias prestigieux tels que le Wall Street Journal, le New Yorker et l'Observer. Harry Flanzreich utilise sa parfaite maîtrise de l'anglais, de l'hébreu et de l'arabe pour opérer de manière unique, naviguant sans cesse entre les villages palestiniens et les colonies israéliennes. Au programme de ce résumé, 3 points absolument essentiels. Premièrement, la genèse insoupçonnée et la planification tactique du 7 octobre. Deuxièmement, la mutation psychologique et identitaire alarmante en Cisjordanie. Et troisièmement, la vision géopolitique cynique qui redessine tout le Moyen-Orient. L'entretien débute par un constat implacable partagé par Tucker et son invité. Il est devenu quasiment impossible de comprendre la réalité du terrain depuis les États-Unis ou l'Europe, car les filtres et la propagande médiatique étatique brouillent toute analyse objective. Harry Flanzreich, fort de ses 10 années passées sur place, explique qu'il est indispensable de construire une chronologie rigoureuse pour saisir les enjeux actuels. Il note une divergence fondamentale dans la perception du temps. La majorité des Israéliens considèrent que tout a basculé le 7 octobre suite à un acte de haine pure, tandis que de l'autre côté du mur, la population perçoit ces événements comme la continuité d'une longue occupation militaire débutée en 1948. Pour comprendre la mécanique de cette tragédie, Harry Flanzreich affirme à Tucker qu'il faut obligatoirement remonter à l'année 2021, véritable point de bascule ignoré par beaucoup. Cette année fut marquée par des affrontements majeurs et prolongés sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, couplés aux immenses tensions provoquées par les expulsions de familles à Sheikh Jarrah. Ces événements ont déclenché des émeutes civiles d'une violence inouïe à l'intérieur même des frontières israéliennes, opposant directement des citoyens juifs à des citoyens arabes dans les rues des villes mixtes. C'est également durant cette période charnière que la Cisjordanie s'est soudainement réveillée d'un très long et profond sommeil politique. De nouvelles milices armées, comme le groupe nommé la Fosse aux Lions, ont vu le jour à Naplouse et à Jénine. Des hommes masqués ont commencé à parader lourdement armés en plein jour, défiant ouvertement l'autorité de l'armée régulière. Face à ce chaos grandissant, le mouvement au pouvoir à Gaza a saisi l'opportunité de s'imposer comme le seul véritable défenseur de la cause, en tirant des roquettes vers Jérusalem, provoquant ainsi une nouvelle guerre courte, mais aux conséquences psychologiques dévastatrices. Tucker nous rapporte ensuite une analyse brillante de la situation politique interne du mouvement palestinien. Arrivé au pouvoir par la force en 2007, cette faction s'était bâtie sur une promesse de résistance acharnée. Cependant, après le conflit destructeur de 2014, un étrange silence s'est installé sur le territoire. Ce calme relatif arrangeait parfaitement le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui pensait avoir acheté la paix en autorisant l'entrée de fonds étrangers et en accordant de maigres permis de travail, maintenant ainsi la population sous une perfusion économique stricte. Mais pour un groupe armé révolutionnaire, la gouvernance bureaucratique et le maintien de l'ordre sanitaire se sont rapidement transformés en un piège mortel. Les conditions de vie se détérioraient dramatiquement par rapport à la Cisjordanie voisine et la population commençait à remettre en question la légitimité de ses dirigeants. Harry Flanzreich explique à Tucker que Yahya Sinwar, le leader du mouvement, a fini par comprendre que ce statu quo silencieux affaiblissait considérablement son organisation. Poursuivre dans cette voie pacifique, c'était condamner sa cause à une lente disparition dans l'indifférence générale de la communauté internationale. Contrairement à la caricature médiatique le dépeignant comme un sauvage illettré, Yahya Sinwar était un homme doté d'une redoutable capacité d'analyse. Ayant passé plusieurs décennies dans les prisons de haute sécurité, il y a appris à parler couramment l'hébreu, a longuement étudié la psychologie de ses ennemis et a même trouvé le temps d'écrire un roman. Il comprenait parfaitement les immenses fractures de la société israélienne. Il avait même déclaré dans une interview que ses adversaires possédaient certes l'arme nucléaire, mais qu'ils finiraient par s'effondrer de l'intérieur à cause de leurs divisions politiques et sociales de plus en plus profondes. L'invité de Tucker s'attarde longuement sur une interview terrifiante et prophétique accordée par Yahya Sinwar à la journaliste italienne Francesca Borri en 2018. Dans cet échange glaçant, le leader affirmait clairement que lors de la prochaine guerre, une victoire de Benjamin Netanyahou serait bien pire qu'une simple défaite. Il prédisait que ce nouveau conflit ne pourrait absolument pas se terminer comme les précédents, par de simples accords de cessez-le-feu et des échanges de prisonniers. Son objectif machiavélique était d'obliger l'armée adverse à réoccuper physiquement le territoire urbain dévasté.
En forçant l'adversaire à revenir s'enliser dans les ruines, Yahya Sinwar savait qu'il le plongerait dans une guerre d'usure grise, interminable et économiquement insoutenable. Peu avant les événements fatidiques, il avait d'ailleurs prononcé un discours annonçant une guerre religieuse régionale gigantesque qui brûlerait à la fois le vert et le sec, une véritable stratégie de la terre brûlée visant à secouer violemment le paysage géopolitique mondial pour que les pièces ne retombent jamais à la même place, recréant un nouveau paradigme par le sang et par le feu. Tucker aborde ensuite la question épineuse des failles colossales du renseignement militaire, autrefois réputé comme le plus performant au monde. Harry Flandsrich rappelle que la planification avait débuté de longs mois à l'avance. Dès octobre 2022, le mouvement avait renoué des liens diplomatiques très forts avec l'axe chiite, envoyant des délégations à Moscou, se réconciliant avec le gouvernement syrien et organisant des réunions régulières avec le chef du Hezbollah au Liban. Tous ces signaux d'alarme majeurs clignotaient au rouge vif sur les écrans des analystes de la sécurité nationale. Un document extrêmement détaillé, surnommé le mur de Jéricho par les services de renseignement, décrivait le plan d'attaque avec une précision effarante. Une analyste avait compilé les discours, les mouvements de troupes et les étranges exercices militaires menés tout près de la frontière. Malheureusement, la haute hiérarchie militaire, aveuglée par son arrogance technologique et sa certitude d'être intouchable, a balayé ces rapports critiques, qualifiant ces avertissements urgents de simple fiction inadmissible. Les soldats postés dans les tours d'observation remontaient également des anomalies constantes, sans jamais être écoutés par leurs supérieurs. Harry Flandsrich partage avec Tucker une anecdote personnelle révélatrice survenue tout juste 3 semaines avant le drame. Attablé à Jérusalem avec un confrère britannique venu récemment s'installer, il observait les émeutes organisées près des clôtures frontalières. Le gouvernement venait de délivrer 20 000 permis de travail, il n'y avait donc aucune raison logique pour ces nouvelles manifestations. L'invité confiait alors son terrible pressentiment qu'un événement cataclysmique se préparait en silence, ce à quoi son collègue, imprégné du discours officiel rassurant, répondit simplement qu'il était devenu bien trop apocalyptique. Sur la question d'un éventuel complot interne visant à laisser faire l'attaque, l'invité écarte fermement cette théorie complotiste. Il met plutôt en lumière une désorganisation institutionnelle vertigineuse et une faille de commandement historique. Il évoque des réunions d'urgence tenues au beau milieu de la nuit, quelques heures seulement avant l'assaut, où de hauts responsables de la sécurité ont échangé sur des mouvements suspects sans jamais prendre la décision vitale de déployer des hélicoptères de combat ou de relever massivement le niveau d'alerte des troupes qui dormaient profondément dans leur base. Le manque cruel de préparation matérielle était tel que de nombreux soldats envoyés au front dans les premières semaines ne possédaient même pas de casque de protection ou de gilet pare-balles appropriés. Des civils devaient organiser des collectes privées pour équiper leur propre armée. Tucker nous dit que le mythe persistant de la frontière high-tech inviolable, protégée par des capteurs souterrains et des mitrailleuses automatiques, s'est brisé en quelques minutes face à de simples explosifs, des bulldozers et des hommes déterminés circulant à moto. Concernant l'avenir de ce territoire dévasté, Harry Flandsrich dévoile à Tucker Carlson des informations exclusives obtenues grâce à ses sources diplomatiques et militaires. Un projet pharaonique serait actuellement à l'étude par des comités spécialisés. Ce plan ne consisterait pas simplement à reconstruire, mais à effacer juridiquement la carte existante. Des armées d'avocats chercheraient des failles légales pour suspendre purement et simplement les droits liés à la propriété privée, permettant ainsi de raser des quartiers entiers qui ne respectent plus aucun quadrillage urbain logique suite aux bombardements massifs. L'objectif redoutable de cette manœuvre serait de déplacer d'immenses blocs de population de manière rotative, de bâtir de vastes complexes de type condominium et de redessiner intégralement l'architecture et la démographie locale. Une telle redéfinition foncière créerait un précédent juridique historique colossal, permettant de s'affranchir définitivement des anciennes lois ottomanes et jordaniennes qui compliquaient jusqu'alors les expropriations. Ce projet constituerait une véritable aubaine politique pour remodeler une terre selon une toute nouvelle volonté stratégique implacable. La discussion pivote ensuite vers le vertigineux défi démographique qui pèse sur l'avenir de la nation. Tucker s'interroge sur la viabilité d'un si petit pays entouré de voisins hostiles. L'invité dresse un bilan mathématique implacable. Sur l'ensemble de la zone sous contrôle militaire et civil, on compte actuellement environ 7 millions de citoyens juifs face à 7 millions de Palestiniens. Mener une guerre d'usure permanente sur 7 fronts simultanés avec une telle parité démographique relève de l'aveuglement stratégique le plus total et épuise dangereusement les ressources économiques du pays.
L'invité de Tucker analyse la doctrine politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou comme une gestion machiavélique du chaos perpétuel. Sans jamais définir de plan de paix clair ni de vision à long terme, le gouvernement navigue à vue, utilisant l'instabilité régionale pour justifier son maintien au pouvoir. L'indétermination devient une véritable stratégie de gouvernance. Au Liban, par exemple, l'armée n'a pas l'intention d'occuper durablement le sud du pays, mais mène une campagne systématique pour rendre cette zone frontalière totalement inhabitable et désertique, créant ainsi une zone tampon par la destruction pure. Arif Lanzreich alerte ensuite Tucker Carlson sur la poudrière psychologique et identitaire que représente aujourd'hui la Cisjordanie. Loin de Tel Aviv, qu'il décrit comme la bulle insouciante du pays, les collines de Judée-Samarie abritent une mutation sociologique terrifiante. Une troisième génération de colons, surnommée la jeunesse des collines, a fait son apparition. Contrairement à leurs grands-parents, qui cherchaient simplement à cultiver la terre ou à trouver des logements abordables, ces jeunes extrémistes sont lancés dans une quête spirituelle et territoriale d'une violence extrême. Cette nouvelle frange radicale adopte de manière paradoxale les codes culturels de ses ennemis. Tucker nous dit que ces jeunes arborent le kéfier traditionnel, élèvent des troupeaux de moutons pour imiter le mode de vie pastoral ancestral et promeuvent une mode vestimentaire rustique inspirée des temps bibliques. C'est une tentative profondément troublante de s'approprier l'authenticité autochtone locale tout en chassant violemment les agriculteurs originels. Ils cherchent à compenser 2000 ans d'exil en imposant leur souveraineté par la force des armes automatiques et des intimidations constante. Arif Lanzreich raconte à Tucker une expédition journalistique glaçante dans l'un de ses avant-postes illégaux perchés sur une colline. Il y a découvert une ambiance surréaliste mêlant influenceuse de mode biblique, DJ diffusant de la musique trans psychédélique et miliciens lourdement armés déracinant de vieux oliviers. Lors de ce reportage, un individu arborant un fusil d'assaut l'a menacé physiquement, lui déclarant froidement que leurs actes dépassaient désormais le simple stade de l'idéologie politique. Cette phrase funeste illustre une dérive sectaire incontrôlable, opérant avec la complicité silencieuse des institutions étatiques. Concernant le paysage politique national, l'invité confirme la mort clinique et définitive de la gauche traditionnelle. Incapable de proposer un nouveau discours après l'effondrement des accords d'Oslo, elle a laissé un vide idéologique béant, immédiatement comblé par la droite radicale. Des figures politiques d'extrême droite, comme Itamar Ben-Gvir, séduisent massivement la population, avec des slogans directs et percutants, tels que « Nous sommes les propriétaires désormais ». Cette rhétorique simpliste et autoritaire résonne puissamment auprès d'une population profondément traumatisée et en quête de sécurité absolue. Tucker souligne ensuite le narcissisme géopolitique inquiétant de cette société. L'invité confirme que la nation souffre d'un profond complexe d'isolement, s'attendant à ce que la terre entière comprenne intuitivement ses traumatismes, sans jamais fournir l'effort de comprendre les souffrances qu'elle inflige en retour. Face à l'indignation de la communauté internationale, la réponse populaire n'est jamais la remise en question, mais le retranchement identitaire et l'accusation systématique d'antisémitisme mondialisé. Ils refusent catégoriquement d'analyser les véritables conséquences de leur doctrine de répression. Cette cécité volontaire est soigneusement entretenue par l'État depuis des décennies. Arif Lanzreich rappelle à Tucker qu'après la création du pays en 1948, le gouvernement a méthodiquement planté d'immenses forêts et des parcs de loisirs sur les ruines de centaines de villages palestiniens détruits. Comme le disait le père fondateur David Ben-Gourion, l'objectif était d'empêcher les visiteurs étrangers d'avoir des pensées superflues. Ce nettoyage mémoriel institutionnalisé a façonné des générations entières incapables de faire face à la réalité brutale de leur propre histoire fondatrice. La discussion s'oriente ensuite vers la fracture grandissante avec la puissante diaspora juive américaine. L'invité de Tucker explique qu'une part grandissante de la jeune génération aux États-Unis refuse désormais de soutenir inconditionnellement les politiques d'extrême droite menées au Moyen-Orient. Soutenir publiquement certaines actions militaires ravageuses est devenu socialement inacceptable dans les cercles progressistes occidentaux. Cette prise de distance provoque l'incompréhension totale des citoyens locaux qui considèrent ce rejet moral comme une immense trahison de la part de leur propre famille spirituelle. L'opinion publique locale entretient d'ailleurs un rapport très paradoxal avec les États-Unis. Si l'aide militaire et les milliards de dollars de subventions sont perçus comme un droit acquis, les pressions diplomatiques de la Maison-Blanche sont vécues comme une ingérence insupportable. Arif Lanzreich rapporte que beaucoup de citoyens éprouvent un profond mépris pour ce qu'ils considèrent comme une immense naïveté diplomatique de la part des Américains. Ils ont la conviction
conviction arrogante de faire le sale travail de l'Occident face au terrorisme, ce qui justifierait à leurs yeux une liberté d'action totale et sans aucune restriction morale. Dans ce contexte très polarisé, Donald Trump jouit d'une immense popularité. Tucker nous dit que son approche transactionnelle de la politique, son refus des conventions internationales et sa propension à valider les décisions les plus radicales charment un électorat en quête de solutions de force. De plus, l'influence remarquable des services secrets israéliens pour recruter des espions dans tout le monde arabe repose souvent sur la simple corruption financière ou le chantage sordide, des méthodes brutales mais redoutablement efficaces que le public américain peine parfois à concevoir, préférant s'aveugler sur la nature réelle de ce conflit interminable. En guise de sombre conclusion, l'invité pronostique que Benjamin Netanyahou restera solidement accroché au pouvoir dans les 5 prochaines années. Le paysage futur du Moyen-Orient ne sera pas défini par de grands traités de paix historiques, mais par de multiples zones de guerre latentes de basse intensité. Des frappes chirurgicales continueront quotidiennement au Liban, en Syrie et potentiellement en Iran, maintenant la région dans une instabilité chronique et mortifère, garantissant ainsi la survie d'un régime politique se nourrissant exclusivement de la menace perpétuelle et de la peur de l'anéantissement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien incroyablement dense et révélateur sur la chaîne officielle de Tucker Carlson. Le lien de la vidéo originale est disponible pour vous dans la description ci-dessous. Si cette longue immersion géopolitique vous a captivé, soutenez notre volonté de proposer des formats narratifs longs et exigeants en détruisant ce bouton de like. Laissez votre avis le plus sincère dans les commentaires pour nourrir le débat. Et pour une dose quotidienne d'investigation sans filtre, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À très vite pour un prochain résumé. Prenez soin de vous, la vérité dérange et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.